Bonjour à tous, Nicolas Lavallée au micro pour DailyFX. Point marché, vague d'Elliott et fourchette d'Andrews. Donc je vais comme d'habitude vous faire le petit avertissement de rigueur avant d'attaquer la session. Donc si vous pouviez pendant ce temps-là me confirmer sur le chat que vous entendez bien le son, je vous en remercie par avance. Donc je vous rappelle que le marché du Forex et des CFD est un marché à risque et qu'il ne convient pas à tout type d'investisseur. Donc il convient évidemment en cas de doute de faites appel à des conseillers extérieurs. Nous ne sommes pas des conseillers en investissement, nous sommes des analystes de marché et à ce titre nous vous apportons notre vision du marché actif par actif à titre d'information et dans un but pédagogique, mais ce ne peut être considéré comme un conseil en investissement en aucune manière, puisque ce n'est pas absolument pas l'objet. L'objet est de vous éclairer sur la façon dont nous percevons les cours et la façon dont ils bougent avec nos biais directionnels. Mais si vous devez trader sur la base de ces informations, eh bien ce sera sous votre propre et unique responsabilité. Voilà, je tenais à préciser ces éléments. Alors, nous sommes mercredi 8 juin, il est 16h07. Je vais attaquer ce webinaire par l'US dollar en vue H4. Donc vous saviez que sur l'US dollar j'avais un biais baissier depuis les 12 000. Donc ce biais baissier s'est confirmé, hein. Je peux vous rappeler le canal de régression, hein, que j'avais perçu sur l'US dollar. Alors sur mon dernier webinaire, eh bien, j'avais indiqué que une éventuelle vague B, puisque nous avons un mouvement en 3 temps, une éventuelle vague B qui irait rechercher les 11 914, 11 920 pourrait de nouveau faire l'objet d'une recherche de short. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire que les cours étaient de nouveau en retour sous le haut du canal de régression de court terme baissier et en plus sur la ligne médiane de ce canal de régression haussier. Donc nous aurions ici ce qu'on appelle un point d'énergie avec une vague en 3 temps, vague A, vague B, vague C. Alors cette vague n'a pas eu lieu, donc nous n'avons pas eu de possibilité finalement de shorter, de trader l'US dollar à la baisse. Donc si vous étiez vous vendeur depuis les 12 000, hein, sur la base de ce canal de régression, de cette résistance, eh bien sachez que nous arrivons maintenant sur une zone que je pense être une zone de rebond haussière, puisque je vais voilà, son ok. Bonjour Rachen, je voyais pas vos commentaires donc je m'inquiétais un petit peu. Bonjour Canou, bonjour Léonzième, bonjour Stéphane, bonjour Totof, bonjour visiteur de la Réunion. Donc bonjour Rachen, merci pour vos retours de son. Et, euh, oui, donc merci Rachen, et puis je passerai le bonjour évidemment à toute l'équipe d'EliFX. Donc l'US dollar arrive pour moi sur une zone de rebond potentiel. Donc si vous étiez vendeur depuis les 12 000, je pense qu'il serait prudent de prendre des bénéfices sur ce seuil. Je peux vous mettre la vue en journalier pour que ce soit un peu plus parlant. Vous allez voir que si on se met en journalier, on arrive quand même sur le bas d'un canal de régression haussier. D'accord? Donc on a bien une ligne médiane qui est très propre et le marché a latéralisé, il est venu rechercher le bas donc de ce range qui venait de se constituer et puis il est de retour sur la partie basse donc du canal de régression haussier. Donc je pense que là c'est plus le moment de rechercher des ventes, mais au contraire d'être aux aguets et voir comment le marché va se comporter sur ces prochaines sessions pour rechercher donc un éventuel achat. Donc moi ce que je ferais, pour le moment il n'y a absolument pas d'urgence, hein. Je pense qu'il faut attendre que le marché nous donne une confirmation qu'effectivement cette zone de support est bien vue. Et je pense que le marché va constituer alors un range. Donc on va regarder, hein, dans les prochaines sessions H4, hein, sur ces prochaines journées, on a une résistance ici, vous voyez.
et on a une zone de support approximativement comme ceci. Donc on va voir comment le marché va se comporter sur les 6-7 bougies à venir, mais si on voit que le marché consolide, qu'il commence à latéraliser, ce sera un excellent signe et preuve que le marché est bien arrivé sur le support qu'on escomptait, et à ce moment-là on pourra mettre des stratégies en place de breakout. Et à ce propos, je vous prépare une petite vidéo justement dédiée aux stratégies relatives au breakout, donc au breakout de range, que je publierai en lieu et place du webinaire mercredi prochain. En fait, la semaine prochaine, je suis en vacances, donc je vais quand même vous envoyer mes articles, hein, donc je vais préparer ça un peu à l'avance. Donc ça sera plutôt des articles un peu de fond sur des vues, on va dire, hebdo. Ce qui est bien aussi, hein, de temps en temps, c'est quand ça fait quelques semaines qu'on n'a pas mis à jour une analyse hebdo, c'est bien de refaire un focus dessus, ne serait-ce que pour pouvoir en apprécier les bougies, en fait, les bougies japonaises. On sait que les bougies hebdo sont quand même importantes d'un point de vue psychologie de marché. Donc si on voit qu'on a eu des avalanches ou si on voit qu'on a eu des haramis, etc., en hebdomadaire, ça a une signification évidemment beaucoup plus lourde que le même type de structure dans des unités plus légères comme des unités très court terme. Alors oui, Canou 974, on va venir après sur l'USD CAD. Avant de parler justement des majors du Forex, l'idée c'était donc de regarder un petit peu ce qu'il en était donc sur l'US dollar index, puisqu'il nous sert quand même plus ou moins de boussole, dans le sens où si on a un dollar qui est très directionnel, il y a quand même de fortes chances que ce soit le cas pour les majors, puisqu'elles vont suivre finalement quand même la devise la plus forte quand même à ce jour qui reste et de loin le dollar. Alors, avant de continuer sur les devises du Forex, j'ai une petite, donc bonjour Sam également, petit aparté, euh, la conférence en ligne d'EliFX est prête. Le programme donc de la journée conférence du vendredi 24 juin est publié sur DailyFX, donc je vous invite à découvrir le programme. Donc vous avez le matin Olivier Forgue de Forgue Gestion qui va intervenir justement sur cette problématique du Brexit et des banques centrales d'une manière générale. Vous avez Adrien Raymond qui vient nous voir de 11 à 12 pour parler de la conjecture américaine et de la politique donc de la Banque fédérale américaine. Donc ça va être très intéressant d'un point de vue macroéconomique et donc sur le plan fondamental évidemment. De 12 à 14, Raphaël Gallardo, donc stratégiste économique chez Natixis, viendra également parler de macroéconomie. Vous avez un rendez-vous incontournable évidemment avec Sylvain, donc de 14 à 15 heures sur une session donc de day trading et scalping. Je sais que vous l'appréciez beaucoup, donc 14 à 15. Et puis de 15 à 16, Lehman Brothers, les raisons de la chute d'un empire financier, si vous vous souvenez, hein, de 2008, crise financière, explosion, crise des subprimes, et qui aboutit derrière donc à une crise de la dette et une crise économique au sens large. De 16 à 17 heures, pourquoi investir sur les small et mid caps avec Henry Wallander de Hamilton. Donc également quelque chose d'assez intéressant à suivre. Donc vous voyez une journée qui va être assez dense et riche en enseignements. Donc je vous invite à la positionner sur votre calendrier. Donc vendredi 24 juin. Alors on va parler, donc on a parlé, je reviens sur petit aparté étant terminé, je reviens sur le programme donc de ce webinaire. L'idée c'est de vous parler essentiellement donc du Forex aujourd'hui et un peu des matières premières. Donc je vais vous parler de l'US dollar, de l'euro, du GBP. Et ensuite on va switcher sur les valeurs qui sont plus liées aux matières premières comme l'AUD, le NZD, l'USD CAD. On verra le cuivre qui m'a un petit peu déçu par rapport à ce que je vous en avais dit la semaine dernière. On parlera un petit peu de l'or et de l'UK Oil, donc du Brent en weekly et en daily. Voilà, donc je ne parlerai pas des indices aujourd'hui. Alors, on va justement switcher maintenant sur l'euro. Donc on retient le dollar est arrivé potentiellement sur une zone de support. D'accord. Si on devait afficher un indicateur comme le RSI, je pense qu'on verrait apparaître, c'est pas sûr, mais on verrait, je pense, apparaître une divergence. Donc une divergence pour le coup haussière. Donc elle se traduit par une baisse du momentum baissier
et donc un affaiblissement potentiel de cette tendance baissière de court terme. Alors, est-ce que cette divergence apparaît? Vous voyez, on la voit apparaître ici. On a bien une divergence qui apparaît sur les cours. Donc on a des bas qui échouent à faire des bas plus bas sur le RSI, alors que les cours, eux, continuent à faire des plus bas. Donc ça, c'est vraiment le signe que le marché arrive près d'un support. Okay, donc notre zone semble, au moins au travers de cet indicateur, donc en termes de divergence, être vue par le marché. Alors maintenant, évidemment, ça reste à confirmer. On est encore bien baissier. Il n'y a absolument pas lieu pour le moment de se précipiter à l'achat sur l'US$, mais ça nous permet quand même de nous dire que peut-être qu'il va se passer quelque chose sur le dollar, et donc quid des majeurs comme l'euro USD ou le GBP USD. Alors justement, allons-y, switchons maintenant sur l'euro USD. Alors l'euro USD, où en est-on? Donc on est toujours pour moi dans notre structure en triangle. Alors à noter qu'on a eu, on a quand même eu une, c'est vrai qu'on a eu un joli Marubozu sur l'euro USD. Donc pour le coup, il est en train de s'affranchir d'une résistance. Donc la résistance des 1,1350. On voit le Marubozu l'avait percé. On a eu deux doji et derrière une nouvelle bougie haussière. Donc si un actif a priori sur lequel je ne me mettrai pas en face pour le moment, eh bien c'est cet euro USD, puisqu'il lui reste du potentiel donc à la hausse. Pour essayer de le shorter, cet euro USD, je pense que j'attendrai un retour sous l'oblique de la fourchette d'Andrews. D'accord? On voit que la fourchette a donné de belles interactions sur sa ligne médiane. Vous vous souvenez, hein, le range qu'a constitué le marché à l'approche de cette ligne médiane, un range qu'on pouvait trader par report de range, on obtenait l'objectif des 1,1350. Donc à partir du moment où on a cassé de nouveau cette partie, cette résistance, on peut de nouveau se faire un report de range comme objectif. D'accord? Donc ça, c'est justement une notion que je vais aborder sur ma prochaine vidéo, donc en lieu et place de mon webinaire de mercredi prochain, où je vais expliquer différentes stratégies de money management basées sur les tactiques de breakout de range. Donc je le fais en toute modestie, parce que l'idée c'est pas de vous apporter ça sur un plateau, mais plutôt de vous faire réfléchir sur des tactiques de money management que vous pouvez appliquer dans vos propres systèmes de trading. D'accord? Vous savez il peut y avoir des stratégies conservatrices, parmi lesquelles se trouvent des stratégies de type de financement du stop, dans lequel vous allez vite prendre des bénéfices pour neutraliser tout risque, et le solde vous le laissez courir. Vous pouvez avoir des stratégies plus agressives basées sur des renforts, et puis vous avez des stratégies intermédiaires. Il n'y a pas j'ai envie de dire, de stratégie type. Tout va dépendre de la qualité de la position et du potentiel que vous en pensez. Et en fonction de ça, vous pouvez développer différents types de stratégies de TP ou de renfort. Et je vais justement, j'en parle, et c'est quelque chose que j'aborde lors de cette vidéo qui sera donc publiée mercredi prochain. Donc c'est une vidéo qui a pour but de vous faire réfléchir sur votre propre approche, de votre propre money management, et de vous interroger par rapport à ça, et peut-être que ça vous donnera des idées ou peut-être des compléments par rapport à votre propre façon de faire. Donc je clôt cet aparté. Nous avons donc ici l'euro USD qui conserve un potentiel à la hausse, mais je pense que ce potentiel à la hausse, si notre triangle est le bon, est limité, et je serai vigilant à l'approche donc de cette oblique, donc relative à cette fourchette d'Andrews. On pourrait très bien avoir, parce que ici j'attends quand même encore une vague baissière. On a eu 3 temps, 3 temps, 3 temps, donc A, B, C, donc j'attends une vague D baissière. Donc est-ce que cette vague D va être de cette nature là? Le marché nous le dira. En tout cas, pour l'instant, l'euro, soit vous l'aviez acheté sur les 1,11, soit éventuellement vous décidez de l'acheter sur rupture de ce plus haut avec un stop très serré, mais gardez quand même
conscience que selon moi, hein, les objectifs à la hausse sont pas extraordinaires. Ok. En rappel, on a un US dollar qui arrive aussi sur support. Donc si l'US dollar arrive sur support, on peut imaginer que l'euro USD va arriver également lui sous résistance. D'accord. Et on voit que sur l'US dollar, le support en question est de nature multiple. Donc on a vraiment une zone de retournement potentiel. Donc si c'est vrai sur l'US dollar, ça sera peut-être vrai également sur l'euro USD. Alors après, on peut avoir évidemment des actifs qui superforment, hein. On peut avoir simplement l'USD Yen qui lui repart haussier comme une balle. L'USD 4 pareil, vous voyez, donc il peut y avoir des actifs qui vont aller dans le sens du dollar et un euro qui lui aussi s'apprécie. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut regarder du côté de l'euro CAD, de l'euro yen par exemple, parce que si vous avez un USD yen qui est très bullish et un euro USD qui est bullish, l'euro yen est forcément super bullish. Donc là, évidemment, c'est pas le contexte, c'était plus un exemple voilà, c'était plutôt un cas de figure à titre d'exemple. Mais disons que voilà, sur l'euro, je reste circonspect. Pour l'instant, on reste bullish jusqu'à preuve du contraire, mais le potentiel, je pense, à l'os est relativement restreint en raison donc de cette figure en triangle qui appelle une vague baissière en 3 temps. Mais bon, on est quand même donc en latéralisation depuis le 24 mars 2015. C'est pas l'actif le plus sexy à trader en swing, vous l'avez bien compris. On est toujours dans cette zone de congestion. Bon, bah, j'aimerais en fait effectivement que l'euro USD continue de monter encore un peu. Pourquoi pas pour rechercher des ventes donc sur les 1,1525, 1,1530 avec un stop par exemple sur les 1,17. Puisque si notre vision du marché est la bonne, on aurait quand même fait notre point C, donc A, B et C. Et ce point C, on n'est plus censé le battre si on a un triangle symétrique. Donc tout ce qui va faire en sorte d'apprécier les cours vers le haut est bon à prendre dans une optique où on va vouloir trader le plus près possible de la borne haute de ce triangle. D'accord. Alors après, on verra si cette vision est la bonne. Je rappelle quand même que il y a ici une information quand même qui est un peu pas paradoxale mais contradictoire, c'est qu'on a quand même cette oblique supérieure et cette oblique inférieure qui nous montre une belle symétrie. On a un angle qui est à peu près égal en haut et en bas, donc possibilité en triangle, mais on a aussi cette fourchette d'Andrews. Cette fourchette d'Andrews qui pour l'instant soutient les cours à la hausse. D'accord. Donc pas évident. Soit on essaye de trader donc le plus proche du triangle avec un stop serré au-dessus du point C. Ça peut encore paraître un peu risqué parce qu'on n'est pas encore sûr de ce triangle et que pour l'instant on est dans un flux, même s'il est oscillant, un flux haussier. Ou alors on attend que cette oblique montante baissière casse et on shortera le pullback. Ça c'est beaucoup plus sain en termes de stratégie. Mais bon, je pense que si le marché devait arriver jusqu'ici, si on devait agir sur l'euro USD, ça serait quand même difficile d'acheter sur ce niveau de prix. Je préférais plutôt vendre en raison du risque rebound que la situation nous amène. D'accord. Mais bon, c'est agressif. Quelque chose de plus normal serait d'attendre que cette oblique casse et de vendre un pullback. Mais ça supposerait d'être inactif sur l'euro USD quelques semaines et pour le coup, c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire. Alors maintenant, on va aller voir la livre et après, on va aller voir les valeurs matières premières. Hein, Canou, je ne t'ai pas oublié, nous allons voir l'USD CAD. Alors, voyons voir ensemble le GBP USD. Donc j'espère que vous êtes tous toujours là. Je vois pas trop de questions. Donc bah, écoutez, c'est que pour l'instant tout se passe bien pour vous. J'espère que je suis clair, mais n'hésitez pas à me poser des questions hein, si vous en avez, évidemment. Alors, sur le GBP USD, eh bien, nous avons la constitution hein, d'un range pré-Brexit. Vous le savez, fin du mois, on a donc le fameux référendum sur la sortie ou pas de la Grande-Bretagne de la zone euro. Évidemment, ça n'aide pas le marché à être très directionnel puisque le marché a horreur de l'incertitude et donc eh bien, il le latéralise pour le moment. Et si jamais
Merci Sophie. Alors bon bah là pour le coup je vais publier le commentaire. Merci beaucoup. C'est vrai que les oiseaux, les rossignols qu'on entend derrière, bah, j'ai cette chance d'habiter effectivement en bordure de champs. Donc je suis dans un charmant petit village, un village fleuri. Et donc mais les mouettes c'est sympa aussi, c'est près de la mer. En tout cas, oui, c'est très agréable et en plus aujourd'hui il fait beau. Pour une fois qu'on a un peu de soleil, on va essayer d'en profiter. Mais c'est l'heure du webinaire, donc je me reconcentre sur mes graphes. Pardonnez-moi cette petite aparté. Donc range pré-Brexit sur le câble, donc sur la livre face au dollar. Le marché n'aime pas l'incertitude. C'est sûr que si jamais les si jamais vous me déconcentrez. Si jamais les Anglais devaient voter pour une sortie de l'euro, pour le coup, il y aurait quand même pas mal d'incertitudes et on peut quand même, il y aurait fort à croire que le GBP dévisserait par rapport au dollar. Mais les sondages étant euh, très disputés, hein, vous avez vu, hein, les sondages les plus contradictoires s'enchaînent les uns après les autres. Donc on a un vrai suspense. Évidemment, si la Grande-Bretagne venait à sortir de l'euro, c'est pas les questions qui manqueraient. Et si la Grande-Bretagne devait rester dans l'euro, eh bien écoutez, je pense que ce serait quand même, je pense, hein, plutôt une bonne nouvelle un peu pour tout le monde. On a quand même besoin de la Grande-Bretagne dans l'euro pour une belle Europe. Mais maintenant, c'est aux Anglais de décider et on verra ça donc courant juin. Ça doit être le 24 juin de mémoire. Donc attention, si vous êtes positionné sur la livre, quelle qu'elle soit, hein, face à l'euro, face au dollar, face à tout ce que vous voulez, il va falloir maintenant se dire que on entre dans une zone un peu dangereuse en termes de volatilité. Et évidemment, la veille du référendum, j'espère que vous n'aurez pas de position encore ouverte sur des actifs en livres. Euh, Parce que ça me semblerait quand même du casino et vous n'êtes pas là pour gambler, vous êtes là pour rationaliser votre trading et laissons les Anglais décider de leur sort et on verra les conséquences le lendemain du référendum sur les marchés financiers et on verra ensuite quelles opportunités cela pourra nous donner sur d'éventuels retracements. En tout cas, le GBP est tout sauf intéressant à trader pour le moment. Dans mon précédent article sur DailyFX, je vous indiquais que mon biais était neutre sur cet actif. Pourquoi? Parce qu'on est coincé entre des obliques montantes et une résistance claire et nette sur les 1,4650, 1,47, avec pour conséquence de fabriquer un joli triangle. Vous voyez, si je devais mettre la partie haute en noir et la partie basse en noir, on verrait donc un triangle qui n'est pas un triangle symétrique, mais qui est un triangle borné, vous voyez, par ces deux droites. Donc on va attendre que ce triangle finisse son travail et je pense qu'on aura donc une expulsion des cours de ce triangle d'indécision sur le résultat donc, du référendum. Ok. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura deux stratégies. On aura voilà, comme tu dis, visiteur, pour le GBP, on y verra mieux après le vote du Brexit. Euh, je pense qu'on aura deux stratégies. Soit le GBP expulse finalement les cours par le haut de cette structure en triangle, auquel cas euh, on pourra éventuellement, vous voyez, si par exemple le marché devait sortir comme ceci pour aller rechercher la résistance des 1,4880, eh bien on attendrait à ce moment-là un retracement vers la partie basse du triangle. C'est pas forcément une fausse cassure pour reprendre position et aller rechercher la résistance suivante, les 1,5070.
D'accord? Ça serait plutôt comme ça que j'aborderais moi donc une cassure par le haut sur la base donc de ce référendum. Donc j'attendrai qu'on casse par le haut, j'attendrai un repli, donc un pullback. Je regarderai si ce pullback correspond à un niveau de retracement satisfaisant, par exemple 50 ou 61% de cette vague-là, si elle a lieu évidemment. Et puis ce sera donc un retour des prix sur cette zone donc de soutien dynamique. Ça pourra être donc ici une opportunité de entrer long avec un stop sur les derniers bas et viser donc la résistance des 1,51. C'est un premier scénario. Encore une fois, je ne sais pas si ce scénario va se produire. Un autre scénario, c'est que le marché finalement casse par le bas. Alors s'il casse par le bas, pour le coup, je vais vraiment m'assurer qu'il casse ce support qui est ici, donc les 1,4330. Et s'il casse donc ce support qui est là, ça voudra dire qu'il aura cassé non seulement un support, donc horizontal, mais également nos obliques porteuses. Et on sera également passé de nouveau sous la ligne médiane de notre canal de régression baissier. D'accord? À ce moment-là, ça veut dire que le marché aura donné un signal clair que une direction s'est formée sur cet actif. Donc on attendra un pullback également. Encore une fois, on ne pourra pas se permettre de trader ce mouvement d'impulsion parce qu'on peut avoir des mouvements quand même assez violents. Hein. Il y aura beaucoup de volatilité, donc on va attendre simplement des clôtures, on va attendre que le marché parte, puis retrace, et c'est à l'issue de ce retracement qu'on prendra position avec un stop sur le triangle, au-dessus du triangle, et on visera un retour sur pourquoi pas les 1,35. Voilà. Alors, c'est quelle date ce satané Brexit? Eh bien, c'est le 24 juin hein, de mémoire. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais pour moi, c'est bien le 24 juin. Euh, mais je suis quasiment certain. Je vous donne la confirmation. C'est vrai que c'est la date que moi j'ai en tête. Alors, pardon, c'est la campagne pour le référendum britannique du 23 juin. Voilà, j'avais mis en tête le 24 juin pour moi parce que c'est à partir du 24 juin que ça va vraiment être intéressant de regarder les cours. Le 23 juin, on va attendre tranquillement de voir ce que font nos amis donc anglais et puis le 24 juin, on constatera les dégâts sur les cours et on avisera sur les plans. Mais l'important, vous voyez, ce n'est pas tellement finalement la direction que va prendre le marché. Voilà, Cannou 974, c'est bien le 23. C'est pas tellement, ce qui est important, c'est pas tellement la direction que le marché va prendre. Ce qui est surtout important, c'est le plan qu'on peut avoir derrière. Donc c'est pour ça que, et d'ailleurs, ce que je vous indique là, c'est pas vrai uniquement pour ça, c'est un cas de figure, hein, c'est une situation donnée pour un événement certes très fort donné, mais c'est vrai pour chacune des statistiques que vous pouvez suivre dans votre calendrier économique. Que ce soit par exemple lors de décisions de banque centrale, que ce soit lors d'un NFP ou un ADP, que ce soit sur des statistiques européennes fortes, par exemple sur la BCE, ou que ce soit le zoo allemand, bref, toute statistique qui est susceptible d'enclencher de la volatilité, en général, on se met un peu à l'écart du marché. D'accord? Si vous étiez en position avec des stops assez serrés, toutes ces positions-là, faut les couper avant des stades d'importance. Vous pouvez garder évidemment, vous pouvez garder vos positions qui ont des stops longs, simplement parce qu'elles correspondent à des stratégies swing ou à moyen terme. Donc c'est pas forcément un NFP qui va venir contredire des stratégies moyen terme. Ça peut les influencer, mais pas forcément les contredire. Il va peut-être en falloir un ou deux, ou trois. En tout cas, si vous êtes sur des stratégies, des tactiques intraday, face à des grosses statistiques, vous n'avez aucune justification d'être présent sur les marchés. Il n'y a aucune raison d'y être. Et si jamais vous vous envoyez en l'air sur une statistique parce qu'elle a enclenché une grosse volatilité, pour le coup, vous ne pourrez vous en vouloir qu'à vous-même. Donc on essaye, nous, de vous prévenir des risques. C'est pas pour rien, c'est que justement, quand il y a de la volatilité, une forte volatilité comme celle-là,
En fait, ça ne veut pas dire qu'il y a de la liquidité en face. Ça veut simplement dire que à un moment donné, à un instant T sur le marché, il y a une statistique importante qui arrive et tout le monde se retire en fait. C'est-à-dire que tout le monde va attendre que la stat arrive pour regarder quels en sont les effets et à ce moment-là voir si des seuils de déclenchement ont été atteints pour éventuellement prendre position. Mais ça veut dire quoi pour vous, trader? Ça veut dire que si jamais vous partez en position ou vous êtes en position un peu avant des stats importantes, et bien parce que justement le marché va manquer un peu de liquidité, si vous faites stopper, vous pouvez vous faire stopper beaucoup plus bas que le stop que vous aviez indiqué sur votre plateforme. Simplement parce qu'il n'y aura pas de contrepartie en face. D'accord? Donc c'est peut-être la raison la plus importante euh, qui explique que face à des statistiques importantes, on évite quand même d'être sur place par des positions un peu trop tendues. D'accord? Et oui, Saïd, on va voir, on va parler du gold. Je vais regarder l'heure, il est 37, je vais accélérer. Ok, donc pour le GBP USD, vous avez donc mon avis, il n'a pas trop changé, donc j'avais un biais neutre. Ma foi, ce biais neutre s'est confirmé, et pour le moment, tant qu'on est là-dedans, on ne fait pas grand-chose. Alors, pour l'AUD USD, bon bah écoutez, il a eu des USD, hein, il a vraiment donné tout ce qu'il avait à donner, donc ça on est quand même bien content. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous avais indiqué que ce breakout de range était achetable. Alors sur la vidéo que je vais vous donner donc la semaine prochaine, je vous explique en détail qu'on pouvait optimiser le point d'entrée. Vous l'avez compris, sur cette zone de pullback, je vous explique pourquoi, à la fois d'un point de vue Elliott, d'un point de vue cluster, et j'utilise plusieurs unités de temps pour expliquer ça. Donc loupez quand même pas cette vidéo parce elle est quand même assez intéressante dans les stratégies de breakout pour essayer de trouver des points d'entrée qui vous permettent d'optimiser votre risque reward. Bon, je vous en dis pas plus. Ce qu'il faut juste comprendre sur la UDUSD, c'est qu'on est potentiellement arrivé sur un haut de canal de régression. Vous voyez, par rapport à ces tops qui sont ici, on a bien notre zone des 0,7132, elle était parfaite. On se vise toujours un objectif plus haut sur l'AUD, on se vise les 75,50, 0,76, mais on arrive sur le haut donc d'un canal de régression potentiel et qui plus est une zone donc de résistance. D'accord? Donc j'ai pour le coup un biais désormais baissier court terme. D'accord? Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut le vendre là? Cash, je pense que c'est pas évident. J'aimerais que le marché également constitue un range dans le coin. C'est potentiellement ce qu'il est en train de faire. Donc on va attendre encore un peu parce que après ce canal de régression il peut être cassé par le haut et puis on va les rechercher parce qu'on a quand même la ligne médiane d'un canal qui attire les prix donc d'ordre supérieur, donc c'est un mouvement qui est fort sur la UD USD, mais on a ce canal que je vous ai montré. Donc est-ce que ici on va constituer un range? Et bien écoutez, ça sera l'enjeu des prochaines sessions, on verra bien. En tout cas, ce qui serait bien, c'est que si le marché, voyez, constitue un range par exemple ici, et puis qu'il vient à casser ce range en cassant donc cette fourchette haussière qui est là, et bien ce sera parfait, puisque ça veut dire que là on pourra avoir une entrée, on pourra même rechercher des pullbacks pour rechercher des ventes. Mais pour l'heure, il est trop tôt pour vendre, et il est évidemment beaucoup trop tard pour acheter. Il est même plutôt l'heure de prendre des bénéfices si vous aviez donc suivi ma stratégie donc d'achat sur rupture de ce range donc des 0,7250. D'accord? Voilà. Donc prenez donc juste connaissance de cette zone des 0,7460. Difficile de vendre pour le moment, impossible maintenant d'acheter. On attend de voir comment la zone réagit, on attend un price action, et si on a un price action baissier qui s'enclenche, eh bien ça pourra être l'occasion d'y aller avec un objectif, pourquoi pas sur les 0,73, c'est-à-dire un retour sur le prochain support. D'accord? Sachant que d'un point de vue des comptes Elliotis quand même, j'ai quand même l'impression qu'on a fait une vague 1, 2 et potentiellement la vague 3. Et donc ce qu'on trade, c'est une vague 4. Donc c'est pas le plus serein.
on préférait que ici on soit arrivé à un haut de vague 5, puisqu'à ce moment-là on sait qu'on peut avoir un mouvement qui peut retracer jusqu'à 50 voire 68%, voire même un mouvement de retournement. D'accord? Là, fin de vague 3, ça voudrait dire qu'il nous manque encore une vague haussière. Mais en tout cas, on attend, on espère ce retracement, et si ce retracement a lieu, on verra ensemble où est-ce qu'on pourra de nouveau essayer de se repositionner à l'achat, donc à l'issue de cette phase de retracement. Ok, donc un AUD baissier potentiellement sur les prochaines sessions, puisqu'il arrive sur résistance. Donc un US dollar qui arrive sur support, un euro USD qui est pas loin d'une résistance, un AUD USD qui est également potentiellement sur résistance. Tout ça me semble assez cohérent en regardant donc les différents actifs. Le GBP qui lui par contre est un peu au milieu de nulle part, mais on sait qu'évidemment il est lui pas directionnel en raison de données fondamentales. Alors on va aller voir l'USD CAD pour répondre donc à une question qui m'avait été posée sur le forum, et après on va aller voir l'or. Donc l'USD CAD en journalier. Alors l'USD CAD en journalier, bah, écoutez, c'est vrai que moi j'espérais donc que le marché aille rechercher donc cette zone des 1,35. Ça n'a pas été le cas. Vous voyez, donc j'espérais effectivement qu'on avait fait une vague, qu'on ait eu une vague A, une vague B et une vague C de même amplitude que cette vague A. Bon, bah, ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça veut dire que ce mouvement de baisse qui est ici va maintenant reprendre son droit? Je l'espère pas, parce que ça veut dire qu'on l'aurait raté. Or, c'était quand même notre plan de départ. À partir du moment où on avait donc déterminé que cette vague baissière sur l'USD CAD était un mouvement en 5 temps, on attendait donc un retracement haussier pour reshorter dans le sens de cette tendance. Alors, est-ce que ce retracement s'est terminé là? Je n'en suis pas sûr. Alors, c'est vrai qu'on a l'air d'avoir un mouvement quand même qui est assez directionnel. Pour le coup, quand on voit ces bougies-là, ça donne quand même pas du tout envie de se positionner à l'achat sur l'USD CAD. Mais je garde espoir que cette vague en 3 temps, finalement, s'accompagne de nouveau, après une nouvelle phase en 3 temps, d'une nouvelle vague en 3 temps. C'est un scénario qui reste possible. C'est un scénario qui reste possible. Quand on regarde la ligne médiane qui est ici, on voit des interactions. Donc ce canal de régression qui est pas hyper robuste, je vous l'accorde, parce qu'on n'a pas un lot qui est significatif. D'accord, j'ai pris ce lot qui est ici, ce high et ce lot là. Je vous avoue que c'est extrêmement marginal et pour le coup un peu subjectif. D'accord, je préfère dire les choses quand je suis pas certain et qu'elles sont vraiment pour le coup borderline. Je préfère vous le dire plutôt que de m'enfermer dans des certitudes qui n'ont pas lieu. Euh, Ce canal de régression est donc une contrainte faible, puisque subjectif en raison de la mauvaise qualité de ce lot. On a quand même une ligne médiane qui montre des contacts. Si ça n'avait pas été le cas, jamais je vous aurais affiché cette fourchette. D'accord? Je vous l'ai affiché quand même parce qu'on avait une ligne médiane qui, elle, tenait un peu la route et donc alignée sur les hauts. Et nous arrivons sur sa partie basse. Cette partie basse est également une zone de support. Vous voyez, si je vais loin dans le passé, si on remonte au 11, donc en novembre 2014, alors le zigzag n'est pas en 5,35 sur USD CAD, eh bien tu peux avoir en fait du WXY avec du 3,35. Et j'ai déjà vu également des WXY en 3,33. Donc je préfère être un peu prudent, mais des vagues W en 3 temps, c'est quelque chose qu'on rencontre pour moi également dans les structures en zigzag. Alors après, ce qui est toujours un peu compliqué avec Elliott, c'est que si je devais par exemple entrer en H4, ici je pourrais tout à fait voir une vague 1-2 dans cette mèche qui est là, une vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est parfois un peu borderline. D'accord? Mais une structure en 3, 3, 5 en zigzag, c'est quelque chose qui... alors d'ailleurs les 5, 3, 5, c'est plutôt les vagues à l'intérieur des triangles.
quand on a un triangle donc héliotiste, on a 5 vagues à l'intérieur de ce triangle qui sont toutes décomposables en 5, 3, 5. Mais les vagues WXY, les flats par exemple, les flats c'est du 3, 3, 5. Donc voilà, je préfère quand même modérer un petit peu ça. Vous avez même aujourd'hui des sites euh, qui font leur fonds de commerce sur Elliott et qui déterminent toutes les vagues en 3 temps. Donc il y a des travaux qui sont faits modernes sur la modernisation donc, des vagues d'Elliott et qui vont considérer donc que le marché finalement travaille principalement dans des mouvements en 3 temps, qu'ils soient impulsionnels ou en phase de retracement. D'accord. Donc ce qui va surtout être important pour nous, ça va être les niveaux Fibo issus des expansions relatives à ces vagues. On sait que ça, pour le coup, il est difficile de trouver du 3 temps dans une vague comme celle-ci. Donc on a un mouvement qui est vraiment impulsionnel. Donc cette phase montante qui était ici, on le savait que c'était une phase de retracement. La question c'est, est-ce qu'elle va se terminer, est-ce qu'elle s'est terminée ici, ou est-ce que une nouvelle jambe haussière est possible? Et moi, je vais répondre très simplement à cette question. Le plan, il n'est pas d'acheter en fait sur l'USD-CAD. Le plan, c'est pour ça que j'ai mis un si, voyez, avec une ligne en pointillé. Si le marché vient rechercher cette zone qui est ici, oui, je suis shorter. Et à ce moment-là, j'ai un trait plein. Ça veut dire que je vais rechercher effectivement une vente. Rechercher un achat ici, avec ce canal de régression pour le moins subjectif, avec un support certes, mais qui a été cassé ici, ce serait, je pense, extrêmement spéculatif. Et en aucun cas, quelque chose qui me paraîtrait, on va dire, euh, je pense, sain et EV+, qui est une expérience de gain positif sur le long terme. Non, on n'a pas assez d'éléments en faveur. Tout au moins pour le moment. Alors après, si vous tradez en horaire, que vous voyez un range là-dessus, vous pouvez trader des cassures par le haut de ce range, mais prenez vite des bénéfices pour neutraliser votre risque. D'accord, mais pour le moment, acheter ici avec un stop sur le dernier bas me paraîtrait pas correct parce qu'on a quand même un couteau qui tombe et que on est en tendance baissière. Donc nous sommes en tendance baissière avec un couteau qui tombe, on va pas se mettre face à ce mouvement-là. Ça me paraîtrait pas raisonnable. D'accord, mais j'alerte des contraintes qui pèsent sur l'USD4 sur ce seuil donc des 1,2720. D'accord. Et c'est parce que justement qu'il y a ces contraintes que j'espère, avec un si, que le marché va finalement aller rechercher une zone plus haute et plus intéressante pour nous, parce que si elle vient rechercher par exemple la zone des 1,3580, ça voudrait dire que, ou même des 1,34 tout simplement, que le marché aura retracé à peu près 50% de toute cette baisse, qu'il sera arrivé pour le coup sur le sommet cette fois-ci d'un canal de régression validé, puisque nous aurons eu des vrais contacts à la fois sur sa ligne médiane, sur la partie haute et sur la partie basse. Donc là pour le coup on aura une vraie résistance. D'accord. En plus de cette oblique de moyen terme, pour notre canal de régression donc d'unité de temps supérieure, et des niveaux de résistance donc chartistes. D'accord. C'est vrai que cette zone des 1,34, si le marché pouvait y aller, ce serait quand même très sympathique. Alors, comment sait-on qu'une vague est terminée à l'aide d'indicateurs? Non, c'est pas les indicateurs qui vont vous dire qu'une vague est terminée, puisque les indicateurs sont en retard sur les cours. Donc quand un indicateur vous donne un signal, c'est que le cours, le marché s'est déjà bien retourné. D'accord. Donc c'est pas des indicateurs qui vont vous donner ça. Par contre, c'est vrai que quand on voit une divergence apparaître, c'est un signe précoce, pas que le marché va se retourner, mais que la tendance en cours est en train de s'affaiblir. Donc c'est un signe précurseur d'une possibilité que la tendance s'arrête. Mais ce n'est pas une certitude. D'accord. Qu'est-ce qui va nous permettre de déterminer avec certitude qu'une vague est terminée? Eh bien, c'est si vous avez une vague contrarienne qui se fait en 5 temps.
là où vous êtes certain que votre mouvement il est terminé. D'accord. Après, c'est vrai que quand on arrive sur des niveaux comme ça, c'est-à-dire des niveaux pour lesquels on a des expansions Fibo qui viennent converger avec des niveaux de résistance, on a pas mal de probabilités de notre côté pour, on va dire, une stratégie contrarienne. Et donc, par anticipation, c'est anticiper finalement qu'une vague se termine. D'accord. Mais on le sait, on sait si cette vague se termine à partir du moment où on a en fait des cassures de support ou des bas en fait qui sont de plus en plus bas en loi de dos. Donc là, ça voudrait dire que le mouvement simplement qui était haussier ou baissier est terminé et que potentiellement une nouvelle tendance se met en place. Mais je pense que pour répondre à cette question, faudrait prendre des différents graphes et donner des niveaux de seuil à partir desquels on peut se dire qu'effectivement la tendance qui prévalait est terminée, puisque le canal de régression qui portait les cours vient de casser. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être ça la réponse. Euh, Ici, vous voyez, cette vague 5 s'est terminée. Cette vague était terminée parce qu'on est sorti de ce canal de régression. À partir du moment où on casse le canal porteur, eh bien, ça veut dire que ce mouvement est terminé et qu'on entre dans autre chose. Et ce autre chose ici, c'était une vague donc de retracement. Donc, si cette vague de retracement vient jusque là, eh bien, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on casse ce canal de régression aussi, eh bien, ça veut dire que toute cette phase, cette vague de retracement sera terminée et qu'il y a tout lieu de penser que ce mouvement baissier initial reprendra ses droits derrière, puisqu'on aura fait simplement un drapeau chartiste. Alors, question de la part de Fifi, est-ce que les sommets creux en pince sont des bons endroits pour entrer en contrarien? Ben, j'ai envie de dire, à partir du moment où... alors, oui et non. Euh, oui et non, Fifi. Ce qui est très important, c'est et après, j'oublie pas, hein, pour l'or, on va aller regarder l'or ensemble, Saïd. Euh, Ce qui est très important pour les chandeliers japonais, comme pour les ranges, et d'une manière générale pour tout ce qui est relatif à du price action, c'est de comprendre pourquoi ils arrivent sur une zone donnée. Je réponds à ta question par une autre question, mais c'est parce qu'en fait, c'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pourquoi on a un price action de retournement qui arrive dans une zone donnée. C'est important parce que tant que vous ne le comprenez pas, il ne faut pas y aller. Parce que parfois, c'est simplement qu'on arrive sur une résistance court terme, mais qu'en fait, le marché, bon, bah, il fait effectivement quelques bougies de consolidation, voire de retournement, mais en fait, la résistance va finir par être franchie parce qu'il va trouver un bas de canal très rapidement. Voyez. Euh, donc, toute cassure ou toute, j'ai envie de dire, stratégie contrarienne n'est pas bonne à prendre. Elle est bonne à prendre si on arrive à déterminer que sur le seuil où se situe ce presection, se situaient des soutiens, des supports extrêmement importants. À ce moment-là, ce presection va nous permettre d'entrer puisqu'il va nous donner un stop clair. D'accord. Si vous avez donc un creux en pince, eh bien, quand on va avoir par exemple une avalanche qui va s'enclencher, on met le stop sous le creux en pince matérialise le support, et donc derrière, parce qu'on sait qu'on avait un gros support qui venait peut-être de l'hebdo, etc., on peut se donner des objectifs relativement importants, et donc on va pouvoir y aller sereinement. Mais si jamais ce creux en pince arrive parce que on avait eh bien juste une ligne médiane d'un canal de régression haussier, par exemple, vous voyez la ligne médiane d'un canal de régression haussier, mais qu'on arrive très rapidement sur un canal de régression bien plus important qui lui est baissier, est-ce qu'on va vouloir le prendre? La raison étant que, en termes de money management, le jeu n'en vaudra peut-être pas la chandelle. Voyez. Donc, c'est intéressant de constater ces figures et ce price action sur les cours, mais c'est encore plus important de vérifier et de comprendre pourquoi on a ça qui arrive et d'en déterminer la portée. D'accord. Et ça, c'est important. Et j'en parle justement sur la vidéo donc, de mercredi prochain. Je parle de ça justement sur les ranges. Donc ça sera une bonne piqûre de rappel, puisque dans les deux cas de figure, on va parler donc de bougies
de consolidation avec un price action de potentiel de retournement. Alors, question de la part de visiteurs, est-ce arrivé qu'une vague semble terminée et au bout de quelques jours, elle reprend? En fait, bah, d'ailleurs, c'est arrivé sur l'USD CAD. On a eu ici une vague haussière, donc vague A, et puis on a eu donc une phase de retracement, donc cette vague s'était terminée, et puis finalement on a eu donc un mouvement derrière. Ce qu'il faut en fait comprendre pour les vagues visiteurs, je t'invite à regarder pour le coup tout ce qui se rapproche de la théorie Elliott, pour que tu puisses mieux comprendre comment les vagues fonctionnent, pourquoi on fait des décomptes, etc. Je comprends que tout ça te paraisse un peu pas évident du tout et c'est normal. Euh, mais c'est la raison pour laquelle quand on a une vague qui s'est formée, il faut pénétrer à l'intérieur de cette vague, descendre dans une unité de temps, regarder en combien de temps cette vague s'est formée. Si elle s'est formée en 5 temps, on sait qu'une nouvelle vague en 5 temps va arriver après retracement. Si c'est une vague qui s'est réalisée en 3 temps, attention, la tendance de fond va peut-être reprendre ses droits. Donc c'est vrai que de la théorie héliotiste, il y a pas mal de concepts clés qui sont ressortis. Pour le coup, bon, bah, je t'invite un petit peu à te documenter sur la chose ou à suivre d'un peu plus près les articles que je fais depuis maintenant septembre 2015, où j'ai donné quantité d'exemples sur Elliott, sur les décomptes héliotistes, avec une description quand même de pas mal des patterns. Voilà. Désolé pour cette réponse un peu de normand, mais je ne peux pas répondre à une question comme ça aussi rapidement. Parce que la théorie héliotiste ne s'apprend pas et malheureusement, on aimerait bien, mais ça ne s'apprend pas en 5 minutes. Il faut quand même passer pas mal de temps pour comprendre justement cette mécanique d'oscillation et ce qu'on peut en tirer derrière, surtout en termes de trading. Parce qu'honnêtement, c'est quand même ça qui nous intéresse. C'est pas tant l'analyse, c'est surtout ce qu'on peut en faire en termes donc de traduction de trade. Alors, on va aller voir donc. Ah oui, je voulais vous faire voir le NZD. Non, bah le NZD, je ferai un article, on n'a pas le temps. On va switcher sur l'or parce que je vois que l'heure tourne. Alors, l'or, j'ai beaucoup de choses ouvertes. Alors, voilà l'or qui s'affiche ici. Eh bien, alors, où en étions-nous? Pardon. Donc, sur l'or en journalier, le marché est venu chercher notre zone de rebond potentiel. Donc, les 1205 qui formaient le premier cluster. Il a buté sur la ligne médiane de ce canal de régression haussier. Et la question, bien visiteur, j'ai pas de livre forcément à conseiller. Alors je le dis honnêtement, moi je me suis principalement documenté sur internet et surtout j'ai eu eh bien, mon frère comme mentor qui lui en fait travaille Elliott depuis un peu plus de 10 ans. Et donc, pour le coup, j'ai eu droit à quelques formations accélérées et surtout la chance de pouvoir travailler avec lui sur de nombreux graphes et de nombreuses semaines avant de me permettre d'en parler par moi-même. Voilà, donc, mais néanmoins, je regarderai à l'occasion la littérature, je pense plutôt anglophone. Je pense plutôt anglophone parce qu'en France, en français, je crois pas qu'on ait de super bouquins. Maintenant, mes excuses aux auteurs français s'il y en a qui existent, s'il y en a qui ont été rédigés sur Elliott en français. Je le dis juste par réflexe, simplement qu'en général, on a, d'un point de vue technique, de meilleurs livres en anglais qu'en français, simplement parce qu'il y a plus d'auteurs dans le monde anglophone. Et ce qui dit plus d'auteurs, bah, dit forcément, à un moment donné, une qualité qui tire le niveau vers le haut. Donc si tu maîtrises la langue eh bien, anglaise, je pense qu'un bon bouquin en anglais sur Elliott pourra, je pense, te convenir. Alors, on va revenir sur l'or. L'or est arrivé donc sur le haut de son canal de régression. On est plus ou moins sur une zone de résistance. Donc, on est content de notre zone, c'est-à-dire que notre zone a bien fait réagir le marché, mais déçu néanmoins. En fait, l'analyste que je suis est content de voir que les cours ont pénétré ma zone de recherche d'achat et ont rebondi sur le premier cluster. Mais je suis déçu
de ne pas avoir vu les cours aller plus bas et rechercher le cluster idéal des 11,75. Puisque pour le coup, on aurait eu une vraie opportunité pour entrer swing sur l'or. Donc, ce que j'aimerais bien, ce que j'espère, ce que je voudrais, ce que je ne sais pas si le marché va faire, d'accord, je préfère être honnête, et ce que je voudrais, ce que j'aimerais, c'est que le marché retrace encore et aille chercher ces 1175. Ce faisant, fasse une belle vague A en 3 temps, une vague B et une vague C baissière. Ça, effectivement, j'aimerais bien, parce que ça nous offrirait quand même une opportunité, pour le coup, vraiment sympathique de rechercher un long swing. Est-ce que c'est ce que le marché va faire? Je ne le sais pas, parce qu'on a déjà eu ici une vague en 3 temps. Vous voyez, on a une vague A, B et C. Alors, ça veut peut-être dire que cette structure qui était ici, qui ressemble en fait à une forme de flat, hein, ça pourrait être, si je me suis trompé dans mon décompte et que là nous étions en vague 5, on a pu avoir en fait une structure A, B et C en flat. D'accord, donc en fait une latéralisation des cours. Ça veut dire que le marché n'arrive pas à retracer tellement il est bullish sur l'or. Traduction, on va dire chartiste. D'accord. Est-ce que c'est une structure en flat? Bon, je sais pas dire. En tout cas, si vous étiez acheteur depuis les 1205, je pense qu'il faut prendre des bénéfices, mais je pense qu'il faut garder un solde pour vous la faire, plutôt pour l'expliquer comme ça. Je pense qu'il faut prendre des bénéfices parce qu'on arrive quand même sous résistance. Pour le coup, c'est une vraie résistance, hein. On voit bien qu'ici, on avait une butée. On regardait les mèches, hein, qui sont là. On a ici, à un moment donné, polarisé et on est de retour dessus. Et c'est en même temps une oblique. Donc, on a deux résistances qui viennent se percuter exactement, d'un point de vue timing, sur les 1263. Donc, on peut avoir un retracement baissier sur l'or, sur ce seuil. On rappelle, hein, l'US dollar est arrivé sur support. Donc si l'US dollar est arrivé sur support et qu'il se retourne, ce qui n'est pas encore pour le moment confirmé, hein, qu'il se retourne, ça va faire pression également sur l'or, puisque l'or est indexé sur le dollar. Et donc si l'US dollar monte, eh bien l'or face au dollar, lui, peut se déprécier. Et si c'est le cas, eh bien, si ça devait être le cas, les 1175 peut être un objectif. D'accord. Et du coup, si le marché vient les rechercher, par contre, pour le coup, on recherchera, on recherchera vraiment un achat. D'accord. Donc si vous étiez en position, eh bien, prenez des bénéfices ou allégez vos positions sur la zone parce que vous êtes sous résistance, mais éventuellement gardez un solde au cas où le marché viendrait à casser cette oblique. Et si jamais le marché vient repasser sous cette mèche qui est ici, vous voyez, si je devais me mettre en H4, vous voyez, un des ranges, la stratégie sur les ranges, ça c'est un screen que j'évoque justement sur ma vidéo, mais vous voyez, par report de range, on trouve tout le temps des niveaux de résistance. Et donc là, on est par report de range, on arrive également sur des prises de TP. Vous voyez, quand on regarde ce type de vague, on peut regarder, on peut voir 1, 2, alors il y a deux façons de décompter, hein. On peut voir 1, 2, 3, 4 et 5, donc on arrive en haut de vague 5. Donc si on arrive en haut de vague 5, ça veut dire qu'un retracement en 3 temps peut retracer jusqu'à 50% de tout ce mouvement. D'accord. Donc c'est pas évident, hein. C'est pas évident ici, c'est pour ça que je pense vraiment, si vous étiez acheteur, surtout depuis les 1200, là vous devez vraiment avoir une deuxième ligne de TP, hein. Vous auriez pu en avoir une ici, et là il en faut une deuxième. Vous voyez, on arrive vraiment sur une zone de résistance. Et on peut avoir un autre décompte, on peut avoir en fait une vague A, B, et puis 1, 2, 3, 4, 5, donc une vague C. Donc une vague A, B et C. Ok. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on aurait une vague A, B, C, X, et puis une vague en 3 temps A, B et C, qui accréditerait donc un scénario vendeur vers les 1175. Ok. Je n'en suis pas encore tout à fait certain pour le moment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si on vient à refranchir ce support des 1242 par le bas, vous voyez par exemple, pour trader ça à la vente, ce qu'on pourrait faire,
c'est attendre de voir que le marché, par exemple, bute, comme ceci, si c'est le cas, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter en général sur les marchés. Quand vous voyez une zone d'intervention potentielle, mais faible, c'est-à-dire qu'ici on n'a quand même on n'a pas des éléments extrêmement lourds pour shorter, on va attendre. On va attendre une structure, pourquoi pas, en double top. Vous voyez, une structure en double top qui peut tout à fait se matérialiser parce que on a quand même un support, le support des 1240. Donc si on a un double top qui se forme et puis que le marché redescend et casse donc cette fois-ci le support, et bien là vous avez pour le coup une tactique pour entrer, puisque vous entrez sur breakout avec un stop sur le dernier haut, et puis vous visez comme premier objectif les 1205 et puis les 1175. Et dans ce genre d'approche, vous voyez que vous avez un trade qui sera supérieur à 1 pour 2 en termes de risque-reward. D'accord. Bon, encore une fois, c'est des scénarios hypothétiques. Pour l'instant, il n'y a pas de double top. On a un cours qui arrive quand même de façon assez impulsionnelle sur une zone de résistance. Voyons comment le marché va se comporter dessus. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Il peut très bien le fracasser à la hausse, d'accord, comme retracer. S'il retrace, on a notre plan. S'il casse à la hausse, eh bien, ma foi, ceux qui sont à l'achat doivent continuer de garder leurs achats, peut-être en continuant de remonter les stops. D'accord. Mais là, pour le coup, maintenant, c'est plus possible d'acheter l'or sur les 1260. Sauf si vous étiez déjà en position. Mais si vous n'y étiez pas, bon bah là, il n'y a pas de plan possible, hein. Ou alors, il faut attendre qu'on casse et puis qu'on vienne rechercher un pullback sur une zone attractive. D'accord. On en est très loin. Ok. Alors, intéressant quand même de voir que l'or arrive sur résistance et que l'AUD-USD arrive également sur résistance. Que l'USD4 qui est inversement corrélé arrive sur support, ainsi que l'US dollar index. Donc on va voir comment tout ce jeu de support et de résistance sur des actifs donc corrélés ou inversement corrélés va agir. Ça sera l'objet donc de ces prochaines sessions, hein, de ces prochaines journées. Moi je dois juste vous indiquer que la semaine prochaine je ne serai pas là, je ne serai pas devant les écrans. Je vais essayer de produire donc des articles de fond donc en vue hebdomadaire. Je pourrai donc pas vous faire des vues court terme la semaine prochaine. Désolé, donc j'aurai beaucoup de travail donc quand je vais revenir parce qu'il va falloir que je remette tous mes graphes à jour, mais du coup ça va être intéressant parce qu'il y aura eu certainement pas quand même pas mal de choses qui se sont passées d'ici là. Bon, en attendant, voilà, si je devais vous donner un objectif pour ce webinaire, c'était vraiment vous mettre en valeur donc les résistances et supports sur lesquels sont arrivés les actifs du moment. Donc c'est peut-être pas le moment d'agir trop fort pour le moment sur les marchés. Attendez un petit peu de voir comment ces supports et résistances vont réagir. Voyez voir si des ranges H4 ou H1 se mettent en place sur ces seuils. Et puis si c'est le cas, écoutez, pourquoi pas après essayer de trader dans des stratégies de breakout dans un sens contrarien. Hein, ça peut être une bonne façon de faire. Mais en tout cas, attendez un petit peu qu'un vrai price action se développe. Il n'y a pas d'urgence. Et encore une fois, ce n'est pas sacrifier du risque reward parce que pour le coup, c'est pas parce qu'on arrive sur un support qu'on a un stop clair. Un support peut très bien être méché, avoir des fausses cassures, et donc vous stoppez, d'accord. Donc alors que si vous attendez un petit peu qu'il y ait un vrai price action qui se déclenche, eh bien vous avez un stop sur les précédents bas, et puis au moins vous avez une, euh, une, une hypothèse qui vient pour le coup de se confirmer, c'est-à-dire que le marché a bien vu la zone et que là il est en train de partir, d'accord. Donc c'est vrai que les bougies japonaises comme les harami, les double bottom, les ranges, toutes ces structures un petit peu qui peuvent être des structures de retournement sont des outils, des tactiques de trading à même de vous donner des TP court terme et pour neutraliser vos risques et vous donner le price action et le plan de trading escompté. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite donc un très bon, très belle fin de semaine à venir. Aujourd'hui, je vais faire un article sur la livre qui sera donc publié aujourd'hui sur DailyFX.
Je ne sais pas encore pour demain et vendredi, je vais voir. Et puis je vous ferai certainement des articles donc en hebdo pour la semaine prochaine. Si le temps si le temps est suffisant, sinon bah, je rattraperai hein, sur les jours qui suivront. Voilà, merci à vous, je vous souhaite un bon trading, soyez prudents et à très très vite donc sur dailyfx.fr.